Bon, bienvenue à tous pour cette nouvelle plongée au cœur de nos sources. Je suis votre hôte et je suis vraiment ravie, mais alors super enthousiaste aujourd'hui. Salut à tous, et moi je suis notre expert résident, ravi d'être là pour décortiquer tout ça avec toi. Ouais, parce que la mission de cette session, c'est vraiment d'offrir à quiconque nous écoute une compréhension totale, profonde, de l'éthiopathogénie des maladies. C'est un grand mot ça, l'éthiopathogénie. C'est clair. Mais en fait, c'est juste comprendre comment les maladies naissent, comment elles se développent, et surtout le grand pourquoi derrière chaque processus pathologique. Tout à fait. L'objectif c'est de transformer des concepts médicaux qui ont l'air super complexes en une logique implacable. Et fascinante. Exactement. Et pour maîtriser cette mécanique de la maladie, on va s'appuyer sur notre matériel source du jour. Ce sont des notes exceptionnellement bien structurées sur une pathologie très spécifique. Les parvins osseux. Voilà, c'est une forme d'arthrose chez le cheval. Et ce qui est génial avec ces sources, c'est qu'elles utilisent la loi de Pareto, le fameux principe du 80-20. Ouais, on écarte tout le jargon chirurgical superflu pour se concentrer sur l'essence même de la maladie. Les 20% de mécanismes qui expliquent 80% du problème. Bon, décortiquons tout ça. Moi, j'aime bien comparer l'étude de cette pathologie à une enquête sur les lieux d'un crime, en fait. Ah, j'aime bien cette approche. Et pour comprendre le drame, il faut analyser la scène. Donc ici, la scène de crime, c'est le tarse, le jarret du cheval. Alors pour poser les bases anatomiques pour notre auditoire, il faut savoir que cette scène de crime concerne des articulations vraiment très petites. Genre minuscule par rapport à la taille de l'animal, quoi. Exactement. On parle de l'articulation intertarsienne distale et de la tarso-métatarsienne. Le point clé ici, c'est qu'elles sont conçues pour avoir très très peu de mobilité. Ah ouais, c'est pas du tout comme un genou humain. Pas du tout. Et c'est un concept fondamental pour comprendre le pourquoi des choses. Sur une articulation à si faible mobilité, la moindre altération dans la répartition du poids a un impact destructeur fulgurant. Parce qu'il n'y a aucune marge d'erreur, du coup. C'est ça. Le moindre déséquilibre et la structure s'effondre. D'accord. Donc puisque l'anatomie locale est si fragile face au poids, la question logique, c'est qu'est-ce qui vient perturber cet équilibre précaire en premier lieu? Eh bien, l'origine n'est jamais isolée. C'est ça l'étiologie. C'est toujours une somme de stress physique sur une base qui est déjà prédisposée. Donc on a plusieurs suspects dans notre enquête. Ouais. Le premier coupable, la cause principale, c'est l'altération biomécanique. En clair, un défaut de conformation physique. Les sources parlent de genoux cagneux ou de jarret clos, c'est ça, hein? Voilà. Imagine l'axe naturel d'amortissement de la patte. S'il y a un défaut, cet axe est brisé. Ça va concentrer tout le poids de l'animal sur des zones millimétriques de l'articulation. Waouh! Des zones millimétriques pour un animal de 500 kilos. C'est exactement ça. Mais cette mauvaise conformation a souvent besoin d'un catalyseur pour vraiment devenir pathologique. Le stress sportif. Tout à fait. L'exigence du sport à haut rendement multiplie la force et la fréquence de l'impact sur ces zones mal alignées. Ah oui, je vois le genre. C'est comme rouler avec des pneus mal alignés à 200 à l'heure, ça va lâcher beaucoup plus vite. Belle analogie. Ensuite, on a des facteurs secondaires, les traumatismes directs, comme un coup de sabot par exemple, ou alors une génétique qui entraîne une croissance trop rapide. Attends, une croissance trop rapide. Pourquoi ça pose un problème mécanique, ça? Le poulain prend du poids très vite, trop lourd pour des articulations qui sont encore immatures et cartilagineuses. L'os en dessous est trop mou pour supporter la charge. Ah, d'accord, c'est logique. Mais alors, c'est là que ça devient vraiment intéressant dans nos sources. Il y a un lien inattendu. La voie métabolique. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir à quel point tous les systèmes du corps sont interconnectés. C'est fou! Parce que quand on lit les notes, on se rend compte qu'une mauvaise alimentation, genre trop d'énergie, pas assez de protéines ou de vitamines A et B, ça provoque une inflammation digestive. Ouais, et cette inflammation digestive, c'est le point de départ d'un problème articulaire. C'est dingue ça! L'inflammation va libérer des endotoxines dans le sang. Et ces toxines voyagent pour aller attaquer l'articulation. C'est le principe de l'endotoxémie. Moi, je trouve ça ouf. C'est un peu comme un empoisonnement systémique, quoi. Une grève dans la cuisine, donc le système digestif, qui finit par faire exploser les fondations de la maison. Une très belle image. Et le pourquoi de cette explosion, c'est que la membrane de l'articulation agit comme un filtre pour le sang. Elle va piéger ces toxines et déclencher une guerre immunitaire locale. Et bim, l'articulation est en feu. Donc maintenant que nos fondations sont attaquées, que ce soit par la physique avec le mauvais alignement, ou par la chimie avec ces fameuses toxines, comment l'effondrement se déroule-t-il exactement dans le temps? C'est ce qu'on appelle la pathogénie, la cascade dégénérative. L'effet domino. Exactement.
La phase initiale, c'est l'inflammation. Tout commence par une synovite, donc l'inflammation de la membrane synoviale. La fameuse enveloppe de l'articulation. Ouais. À cause de ça, le liquide articulaire est complètement altéré. Il perd sa viscosité. Donc il ne lubrifie plus rien du tout. Voilà. Et en plus, les enzymes de l'inflammation commencent à dégrader la matrice du cartilage. La zone se retrouve complètement sans protection. D'accord, donc on arrive à la phase intermédiaire. Sans le cartilage pour faire tampon, j'imagine que l'os sous-chondral, l'os qui est juste en dessous, il prend hyper cher. Ah bah il subit des frictions directes et des microtraumatismes permanents. Et c'est là qu'interviennent les fameux ostéophytes, les becs de perroquet. C'est ça. C'est la réaction de l'os. Mais attends, j'ai une question là-dessus. Pourquoi le corps crée-t-il ces excroissances osseuses anormales? Il ne se rend pas compte qu'en rajoutant de la matière rugueuse, il aggrave le frottement et la douleur aiguë. Alors, si on relie cela à la vue d'ensemble, c'est une réaction très intelligente. Le corps n'est pas stupide. Ah bon? Ça a l'air pourtant. L'os réagit au stress mécanique et à l'instabilité en essayant désespérément de réparer et de stabiliser la zone. Donc il essaie de construire une sorte d'échafaudage? Exactement. Les ostéophytes sont une tentative maladroite de l'organisme pour élargir la surface de l'articulation et répartir la pression. C'est un échafaudage de secours. Ah ouais. Donc il sacrifie la fluidité du mouvement pour essayer d'empêcher l'os de s'effondrer sur lui-même. C'est tout à fait ça. Et ça nous mène à la phase finale. L'ankylose, c'est ça? L'ankylose. L'espace articulaire est totalement détruit, les os frottent tellement, ils sont tellement abîmés qu'ils finissent par fusionner entre eux. L'articulation n'existe plus, c'est devenu un seul bloc d'os. Waouh. Alors qu'est-ce que tout cela signifie concrètement lorsqu'on observe le patient? Comment cet invisible, toute cette destruction interne, explique-t-il le visible? Le visible, c'est le symptôme clinique. Par exemple, pourquoi le cheval danse ou pourquoi il boite? Oui, parce qu'il a mal, non? C'est juste une faiblesse de la jambe qui lâche. Pas seulement. Ce n'est pas qu'une simple faiblesse. C'est un mouvement compensatoire hautement intelligent de la part du système nerveux. Ah ouais, le cerveau calcule son coût. Grave. Le but physiologique, c'est d'éviter à tout prix la flexion du membre. Pourquoi la flexion spécifiquement? Parce que plier le jarret, ça génère une traction énorme sur la capsule de l'articulation qui est super enflammée. Et ça tire sur un tendon spécifique, le tendon cunéen, qui vient écraser les os les uns contre les autres. Ah, je vois. Donc le cheval boite pour garder la jambe la plus droite possible et éviter cet écrasement. C'est super logique. C'est une stratégie de survie face à la douleur. Mais ça nous amène au moment le plus contre-intuitif de nos sources. Le grand paradoxe de la douleur et de l'ankylose. Ah oui, c'est une notion clé. Parce qu'au stade le plus grave de la maladie, quand il y a cette fusion totale des os dont tu parlais, l'articulation devient ultra rigide. Mais la douleur disparaît complètement. C'est ça, le paradoxe de l'ankylose. Comment c'est possible d'avoir l'articulation la plus détruite au monde et de ne plus avoir mal? C'est une question de pure mécanique neurologique. Il faut comprendre que le cartilage ne ressent pas la douleur. Il n'a pas de nerfs. D'accord, donc la douleur vient de l'os en dessous. Exactement. L'os est rempli de terminaisons nerveuses. Quand le cartilage est détruit, l'os est à vif. Chaque mouvement est une torture parce que l'os frotte. Aïe. Mais une fois que l'ankylose est complète, les os sont soudés. Il n'y a plus aucun mouvement possible. Et donc plus de friction? Voilà. Sans mouvement ni espace articulaire, il n'y a plus de friction des terminaisons nerveuses. Le corps a résolu son problème de douleur par l'immobilité définitive. C'est un truc de fou. Et moi, je trouve qu'il y a une vraie ironie quand on regarde les traitements médicaux que proposent les sources pour ça. Ouais, l'approche vétérinaire est assez surprenante au premier abord. Bah oui, parce qu'on parle de chirurgie d'arthrodèse, qu'elle soit chimique ou mécanique, de fers spéciaux, de la section de ce fameux tendon cunéen. Et le point commun de tout ça? Ces traitements ne cherchent pas du tout à guérir le cartilage. Non, pas du tout. Ils visent à imiter ou carrément accélérer la destruction naturelle. Les fers imitent la danse du cheval pour éviter la traction. Et la chirurgie d'arthrodèse accélère l'ankylose pour forcer la fusion des os. C'est dingue. On détruit pour soigner. Cela soulève une question importante sur notre philosophie de soins. La médecine vétérinaire ici capitule intelligemment face à la biologie. C'est-à-dire? En gros, on sait qu'on ne peut pas guérir la structure. Le cartilage est perdu. Donc, on accélère son destin pathologique pour ramener le confort le plus vite possible. On aide l'articulation à mourir fonctionnellement pour que l'animal arrête de souffrir. C'est une sacrée leçon d'humilité médicale. Donc, pour faire une synthèse globale de tout ce qu'on vient de voir, l'incroyable analogie fournie par nos sources pour cristalliser cette leçon d'éthiopathogénésie dans l'esprit de ceux qui écoutent, c'est de voir la maladie comme un problème de physique et d'architecture. C'est vraiment ça. Le fameux principe de Pareto appliqué à la biologie.
Voilà, mauvaise position égale mauvaise répartition du poids. Ça, c'est la physique. Ensuite, ça entraîne une défaillance des matériaux. Le cartilage se brise, l'os frotte et fait super mal. Et au final, le corps finit par résoudre le problème lui-même en faisant de la soudure. L'ankylose, qui signe la fin de la douleur. C'est une boucle parfaite. Et l'impact de cette compréhension pour notre auditoire est majeur. Cette grille de lecture analytique, De chercher le pourquoi anatomique. oui, chercher le pourquoi anatomique, l'effet domino inflammatoire et les tentatives d'adaptation du corps. C'est une compétence puissante. C'est clair. Quiconque a écouté cette analyse possède désormais les outils intellectuels pour décrypter l'origine et le développement de presque n'importe quelle maladie. Pas juste chez le cheval. Ah ouais, c'est un modèle universel. Mais du coup, moi, je voulais clôturer cette analyse en vous laissant, en laissant ceux qui nous écoutent avec une réflexion inédite. Un truc qui prolonge vraiment notre matériel source. Ah, je t'écoute. Si la solution ultime du corps face au stress chronique et à la destruction articulaire, c'est de fusionner complètement les os pour bloquer le mouvement et annuler la douleur, Ouais. la bio-ingénierie médicale du futur, est-ce qu'elle ne pourrait pas créer un système de verrouillage temporaire artificiel des articulations? Waouh. Un peu comme une ankylose sur demande. Exactement. Imagine si, lors de moments de stress sportif extrême, une articulation pouvait être mécaniquement fixée. On simule l'ankylose pour protéger le cartilage. Ah oui, l'os et le cartilage ne bougent plus, donc ils encaissent le choc comme un seul bloc solide, sans aucune friction. Bam! Elle est déverrouillée au repos. Ça empêcherait la maladie de naître tout en préservant la mobilité à long terme. C'est brillant. Utiliser la solution de dernier recours de la nature comme une protection préventive. Grave. De quoi repenser totalement notre approche de la prévention mécanique. Une excellente matière à réflexion pour terminer. Tout à fait. Merci d'avoir partagé toute cette expertise avec nous aujourd'hui. Avec grand plaisir. Et pour ceux qui nous écoutent, gardez l'esprit critique et continuez à chercher le pourquoi des choses. À la prochaine!